La mort, c'est une escroquerie. Bon, c'est vrai qu'on doit mourir, qu'on ne peut pas rester toujours. Mais pour moi, c'est une escroquerie. Et j'étais longtemps à avoir peur de la mort. Je ne voulais pas mourir. C'est peut-être pas la peur de la mort, mais c'est parce que j'existais plus. Ça peut-être une part d'orgueil aussi, hein. J'ai rêvé toute ma vie. Toute ma vie, j'ai rêvé. Et je ne vais jamais m'arrêter jusqu'à mon dernier jour. Si j'ai encore mon esprit, eh bien, le jour de ma mort, je rêverai encore. Dans ma tête, je voyage, mais je ne peux pas vous dire que c'est vraiment vrai, mais je vis quand même le livre que je lis. Je vis quand même, je vis leur truc, je dis c'est des héros, c'est des gens formidables. Voilà. Bon, on a remarqué, nous, on ne peut pas regarder derrière nous. Ce qui est passé est passé. Devant, on n'a plus beaucoup d'espoir, on n'a plus que la tombe, on espère. Alors, il faut se rattraper après les petits, après les jeunes, après... Où on risque de pouvoir être utile encore. À quoi ça sert à 80 ans d'être là dans un fauteuil? Il faut qu'on serve à quelque chose. La vie, c'est servir. Alors, il faut quand même que les gens le sachent. Ça. C'est bien beau d'aller visiter la Chine, le Japon, le je sais pas quoi, mais quand vous rentrez, je trouve que c'est quand même mieux. Ici, on est tout un groupe d'amis, c'est chaud tout ça. Il faut s'occuper, il faut donner sa vie à quelque chose. Il ne faut pas se replier sur soi. Parce que c'est dans la mesure où on donne qu'on reçoit. Et il a un petit lapin là qui lui est passé entre les pattes, il l'a saisi. Et le lapin s'est aussitôt transformé en féloupiote. Elle lui a dit « Ah, c'est comme ça que tu tiens tes promesses !» Et bien, v'lan, elle lui a asséné un grand coup de baguette magique. Et Poil à gratter est devenu tout rouge, avec la queue verte. On aurait dit une énorme fraise. Oh, il avait tellement honte qu'il est parti se cacher chez lui. Il n'a pas bougé toute la journée. Le soir, il s'est couché sans souper. Et le lendemain matin, quand il s'est réveillé, eh ben, la féloupiote, elle était assise au pied de son lit. Alors, Poil à gratter, il a vendu son fusil, il a vendu ses bottes, et il n'est plus jamais retourné à la chasse. Ben, j'ai 83 ans. Mais ça fait depuis... Vraiment, où on a commencé les comptes, ça doit faire depuis 84 ou 85. Il y a un échange. La conteuse, elle prend tant de plaisir à raconter que les enfants à écouter. Moi, je me souviens, je racontais dans une école, c'est une école maternelle, où était mon petit-fils. Et puis, une fois que j'ai fini de raconter, il y a un petit garçon qui est venu vers moi et qui m'a dit « Mamie Simone, prends-moi la place d'Alexandre. » Parce que moi, ma grand-mère, elle me raconte jamais d'histoire. Ça m'avait émotionnée. C'est que je me suis rendu compte que les enfants aiment qu'on s'occupe d'eux, qu'on leur parle, qu'on leur raconte. Par goût, j'aime être avec les enfants et avec les jeunes. C'est malheureux, mais quand je suis avec des gens âgés, des vieux amis que j'ai depuis longtemps, ben je m'ennuie. Au bout d'un moment, j'ai l'impression que je ne sais plus quoi dire, que j'ai plus rien à dire. Ouais. Tandis qu'avec les enfants, il y a toujours quelque chose de nouveau. D'abord, ils me font rire, ils me font... Ils sont vivants, c'est ça. Voilà. Bon, alors ça y est, je te fais quelque chose à manger. Ouais, mais pas très gros, parce que toi, des fois, tu me fais des trucs là. Oui, mais moi je pense qu'à ton âge, tu as besoin de manger, tu fais de l'anémie. Ouais, mais c'est pas grave ça. Si. Ben non, je suis costaud pour ça, alors. Après, tu pourras plus courir. Bah non, tu sais, je suis pas vieux. Hein. Je suis pas vieux, mais c'est un n'est pas loin. T'es pas vieux, justement. Eh bah alors, toi t'es jeune, toi. Oh oui, moi je suis jeune. Mais tu peux courir, je te vois, alors, hein. Ouais. Sans elle, jusqu'à maintenant, je serais pas là. Je serais pas comme je suis là maintenant. Parce que, enfin, ma famille, plus particulièrement, ils s'occupaient pas beaucoup de moi, en fait. Ça fait que si elle n'était pas là, je ne crois pas si j'aurais vécu jusqu'à maintenant. Parce que je vivais des choses difficiles. Et que après, quand je venais la voir, ça me permettait d'oublier, en fait. Et d'évacuer tout ça. Et c'était un point fort pour moi que je pouvais me réconforter à tout moment.
quand je dis je me sens tout petit, c'est je me sens protégé en fait de tout ce qui peut m'arriver. Par l'expérience qu'on a pu faire avec des échanges, par exemple, de gens âgés et d'enfants, ce qui me semble le plus important, c'est leur être, ce qui témoigne dans leur être. T'étais où, fin? Non, j'étais... Il y a des choses qui doivent fonctionner de façon très spontanée. Il y a beaucoup plus de solidarité qu'on ne croit. Et tant mieux qu'on n'aille pas non plus déranger cette solidarité naturelle. Vous habitez où? Rue du Bon-Pasteur? Ou dans un logement? Un logement? C'est squat. Ah, c'est un squat. À quelle hauteur du Bon-Pasteur? 4 mois. Hein? 4 mois. Au milieu du Bon-Pasteur, à peu près? Non, Jean Jaurès. Avant Jean Jaurès. Ah non. Pas besoin de ça. Près de la Grande Côte? À côté de la Grande Côte? Là, qui descend bien, là? Non. Tant pis, ça fait rien. Tiens, ça peut aller? Oui, ça va. S'engager, pour moi, c'est vivre à plein. Vivre à plein le moment présent, le moment où on est. Je pense que le partage est quelque chose de vraiment très, très important. Ça me fait mal quand je vois des gosses qui ont un jouet que leur petit copain vient chercher ou qui ont 2 affaires, et puis qui rouspètent tellement parce qu'ils ne veulent pas partager. Ça, c'est à moi! Ah non, ça, c'est quelque chose que je trouve qui est horrible. Et de plus en plus, les gens, ils entourent leur petite maison de barrières. S'ils ont une petite maison, il ne faut surtout pas qu'on aille chez les autres. On ne pense pas qu'on pourrait faire quelque chose pour les autres. Moi, je n'y ai jamais pensé pendant toute ma vie professionnelle. Je ne savais pas qu'il y avait des problèmes sociaux, je ne savais pas qu'il y a des organismes qui se penchent sur les drames de l'humanité, je ne savais rien. À la retraite, je me suis aperçu que partout, il y a des gens formidables. Et quand je me suis aperçu, en commençant avec un handicap car, mais rien que la joie qu'ils nous transmettent, jamais dans notre état on aurait pensé connaître cela. Bonjour, Jockey. Vous allez bien? Je vais bien. Et vous-même? Très bien. Je pourrais vous voir un tout petit moment? Avec vous, mais je termine ma photo et j'arrive. D'accord. Tout seul, on ne peut pas grand-chose, mais avec d'autres, on peut faire énormément. Voilà. Je les vois à l'occasion de rencontres, de fêtes, de petites sorties. Surtout au début, lorsque j'étais président actif, eh bien, j'ai fait beaucoup de choses avec eux. Mais j'ai reçu beaucoup plus que j'ai donné, beaucoup plus. Restez avec, hein. Avancez encore un peu. Avance encore, très bien. Vous freinez. Si on fait du bénévolat, moi, je ne crois pas qu'on fait tout gratuitement. Moi, je n'y crois pas à ça. C'est que ça vous apporte quelque chose. Des fois, on ne sait pas le définir, ce que ça vous apporte. Mais si vous n'avez pas une satisfaction, vous ne le faites pas. C'est que vous avez une satisfaction à le faire. C'est que... Des fois, on ne sait pas l'expliquer le pourquoi du comment, mais ça vous apporte un bien-être, tout simplement. Hein. Il donne de l'ampleur, il donne du sens à... Ouais, moi, je sais pourquoi je me lève les matins quand je vais travailler avec un groupe, par exemple, ou quand j'entends les gens dire oh, c'est super ce qu'on a fait. Et ce que je dis toujours, je dis bon, moi je peux avoir des idées, mais si les gens ne suivent pas les projets, ça n'existe pas. Donc c'est bien eux qui font vivre tout ça, et ça c'est du bonheur. C'est du bonheur. Et c'est de croire... c'est de croire qu'ils sont capables de faire... que jusqu'au dernier souffle de leur vie, ils sont capables de découvrir des choses, de faire des choses qu'ils n'ont jamais faites, ou de s'essayer à quelque chose, quoi.
ou de faire quelque chose dont ils ont toujours rêvé. Je trouve ça extraordinaire quand quelqu'un dit « Oh, ça, j'avais rêvé de le faire et je peux le faire » ou « j'ai pu le faire ». Je fais partie de 3 vidéoclubs, ça fait beaucoup. Et ça, c'est mon petit exercice personnel. On les compare bien tranquillement. Voilà, alors je vous le mets en route, tel qu'il est, mais il est presque fini, là. Chers cousins, quand vous viendrez nous voir à Lyon le mois prochain, nous vous emmènerons au parc bien-aimé des Lyonnais, le parc de la Tête d'Or, ainsi nommé parce qu'y serait enfouie une mystérieuse tête de Christ en or. On y entre par ce majestueux portail dû au ferronnier Jean Lamour, qui s'est rendu célèbre grâce à la place Stanislas à Nancy. Il ne faut pas confondre ces grilles, comme l'avait fait notre fils Henri lorsqu'il avait 4 ans. C'était une production des studios du Cours Eugénie. Nous avons beaucoup de chance, je vous l'ai déjà dit 100 fois, je vous le répéterai encore souvent. Mais j'ai jamais regardé dans l'assiette des autres. C'est aussi un des secrets du bonheur. Chanter en playback. On dirait que vous allez au bagne là. Mais moi j'ai pas l'habitude de me prendre des vestes pareilles, hein, donc. On va danser, allez, on danse. On reprend les notes. On saute sur place. 1, 2, 3. J'ai besoin d'amitié, j'ai besoin de... Parce que autrement, c'est la solitude, c'est vrai. Et là, quand on fait quelque chose tous ensemble, je trouve que c'est intéressant. Et moi, ça me fait beaucoup de bien. C'est presque une thérapie. Surtout quand on a des soucis, qu'on a des ennuis, tout ça. Et là, la musique vous sort de ça. Ouais. Et moi, c'est vrai que j'aime la musique. Et quand je l'écoute, j'ai l'impression qu'elle me passe à travers et que je la ressens vraiment. Voilà. Je cherche les nouveautés, l'étrangeté. J'aime pas lire le roman, ou alors les voyages. Hein, mais le roman, non, j'en prends pas. Hein, je lis ce qui est expédition, ce qui est comme ça, par exemple, vous savez, qu'il y a un but qu'on cherche, qu'on voudrait être encore à ce temps-là. Vous savez, les lignes d'exploration sur le pôle Nord de Louis Etienne, des trucs comme ça. Là, je me régale. Hein. Ça m'arrive à les lire plusieurs fois, c'est au point des passages.
Moi, je suis persuadée... Alors ça, c'est une conviction profonde, de toute façon, et ça paraît idiot de le dire, mais tant qu'on n'est pas mort, on est vivant. Donc jusqu'au dernier moment, on a des choses à dire, on a des choses à faire. Ce qui, moi, me touche dans le travail, c'est que, enfin, surtout avec des gens très âgés ou très diminués, c'est souvent nous qui allons pouvoir réveiller la petite flamme. Enfin, notre travail, c'est d'aller déceler ce qui leur donne encore envie de vivre. Parce que souvent, elles sont beaucoup plus en... Bon, elles sont en souffrance, ou elles sont... Mais c'est à nous, en écoutant et en observant, d'aller réveiller ce qui est encore réveillable, quoi. Moi, je me dis, c'est une belle leçon de vie. Alors, la question que je me pose, je me dis, est-ce que ça m'aidera, moi, à mieux vieillir? Je suis pas sûre. Mais par contre, qu'est-ce que ça nous renvoie par rapport à notre vie d'adulte? Ouais. Quand on rencontre des gens du début du siècle, avec tout ce qu'ils ont pu vivre, les deux guerres et bien d'autres choses, ça interroge sur qu'est-ce qui fait tenir debout l'être humain. Parce que les conditions objectives de vie difficiles font pas les gens les plus démunis pour la vie. Hein, moi, j'ai le souvenir d'une dame de 97 ans qui avait une vie. Zola à côté, c'était de l'eau de rose. Et c'était quelqu'un qui était dans une soif de vie étonnante. Et ça interroge quand même. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'être humain qui le fait tenir debout ou pas, quoi. Moi, j'ai pas de réponse là-dessus. Les premiers temps, c'était dur pour laisser tout, l'appartement. C'était pas moi, mais en sous-location. Les HLM, quoi. J'avais un F2, j'étais très très bien. Mais je ne pouvais pas rester chez moi toute seule. C'est pas parce que vous vieillissez, non, parce que vous avez toujours votre cœur, le cœur qui est jeune. Hein? Alors non. Quand j'ai perdu mon mari, j'ai tout perdu, moi. Hein? Voilà. Et je ne voulais pas aller chez mes enfants, j'en ai 5. Alors je leur ai dit une fois, je dis, priez bien le bon Dieu que j'ai jamais mal aux deux jambes, parce que si j'ai mal aux deux jambes, c'est l'hôpital de vais, hein. Et puis voilà, ça s'est arrivé comme ça. Ce qui est important dans les rapports humains, c'est d'abord la franchise, et puis une certaine patience, et puis essayer de se comprendre les uns les autres. Moi, j'irai bien à Lourdes, mais je vais pleurer. Et je reviendrai malade. Parce que je voudrais m'occuper des malades. Et je ne pourrais pas le faire. Alors, ça, c'est plus fort que moi. Je me mettrai à pleurer. Alors, au lieu de consoler, on pleurait ensemble. J'ai eu beaucoup de mal à m'adapter au point que pendant un mois, je me suis demandé si j'allais pouvoir rester. Parce que c'était trop difficile pour moi, en étant confrontée à ces personnes, de réaliser que c'était des meneurs d'hommes et de femmes que j'avais devant moi, d'anciens meneurs d'hommes et de femmes au sens noble du terme, mais si c'était une mère de famille, des gens autonomes et bon, décideurs de leur engagement, autant qu'on puisse l'être, et qui soient si vulnérables et si dépendants de l'autre pour les choses les plus essentielles. Parce qu'il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus rien. Même le tiroir de la table de nuit est violé, si vous voulez. Il n'y a rien. J'ai décidé donc de rester après un temps d'adaptation. Et ce que j'ai découvert, c'est que chaque individu a très profondément besoin d'être reconnu. Toujours. Mais toujours. Jusqu'à la fin. Ouais. Vieillir, et ça veut dire qu'il y a un côté inévitable, n'est-ce pas, qui dépend du physique, d'abord, et puis qui dépend aussi de la volonté personnelle de se garder un miroir intérieur et de se juger, de juger ses actions, par exemple, et de corriger éventuellement son comportement. C'est d'avoir
la constante préoccupation, si vous voulez, de ne pas perdre la maîtrise de son soi, de son intérieur, de ce qu'on a pu acquérir au cours de l'existence. Ils essaient de vieillir avec dignité, malgré la dépendance, malgré les handicaps, malgré la perte de tout ce qui était leur vie et leur autonomie. Ils sont très très discrets par rapport à leur vie familiale. Beaucoup d'entre eux n'ont pas vu ou ne voient pas leurs arrière-petits-enfants, et très peu leurs petits-enfants. Et toutes ces souffrances, ils n'en font pas étalage dans la majorité des cas. Il y en a qui se plaignent tout le temps, hein, il y a des traits de caractère comme ça. Mais beaucoup d'entre eux acceptent leur situation avec une certaine résignation, mais je dis avec une certaine noblesse. Dans l'ensemble, vous savez, les gens, il y a une dame à côté, elle dit toujours quand ça peut finir, alors, enfin, toutes sortes de choses, on l'admet. Hein, elle habitait rue des Charmettes. Alors moi, je lui dis, moi, j'habitais rue des Charmettes. Elle est contente, il m'en était voisin. Mais oui. Non, mais moi, je cherchais que les gens, même ceux qui ne m'entendent pas bien, je vais quand même les voir. Je pense qu'il y a certainement des gens âgés qui sont très seuls, très malheureux, mais dans l'ensemble, il y en a certainement moins qu'autrefois. Parce qu'autrefois, il n'y avait rien pour les gens âgés. Tandis que maintenant, vous avez malgré tout des groupes, vous avez des associations qui font ce qu'ils peuvent. Et ça, c'est déjà beaucoup. Hein. Malheureusement, il y en a qui ne veulent pas rester là-dedans. Il y a des malheureux qui préfèrent être malheureux plutôt que d'être aidés. Tandis qu'il y en a beaucoup qui sont malheureux et qui sont contents quand on leur tend la main. Autrefois, je m'occupais de l'hôpital. Alors là, on voyait les personnes âgées qui étaient seules. Il y avait des gens qui sont... La famille, les enfants ne viennent même pas les voir. Et mais c'est ce que j'en disais, vous êtes une présence, vous êtes quelque chose, vous nous apportez quelque chose. Tout le monde apporte. Ça, je comprends bien que ça vient de la vie. Les appartements sont tout petits, on ne peut plus vivre avec les parents. Moi, de mon temps, je vis avec ma grand-mère, mon grand-père. Maintenant, où voulez-vous les mettre ? Ça vient de la vie. Vous savez, on est là, il faut tous... même quand vous allez à l'église, faites la paix, aimez-vous les uns les autres. Oui, mais comment? Alors, rentrez dans une association quelconque et puis aider. Faut pas être orgueilleux, vous savez, on fait son petit truc. Faut pas être orgueilleux, on ne peut pas tout faire. Il faut que les gens de la même génération soient ensemble, et pas d'ailleurs maman qui était une personne très sage. Au moment où on était venu ici, elle aurait eu la possibilité de venir dans un petit appartement à côté de nous. Elle a dit non, je ne viendrai jamais près de vous, je ne veux pas casser votre ménage. On s'est dit qu'on ferait pareil pour nos enfants, nous ont déjà dit quand ça ira moins bien, vous verrez chez nous. J'ai dit non, nous ne viendrons pas chez vous, vous êtes dans votre ménage et nous de notre côté. Et comme ça, c'est... Ce qui n'empêche pas les rencontres fréquentes. Oui, bien sûr qu'il y a des rencontres. On se retrouvait très souvent avec beaucoup de joie, mais pas les uns sur les autres. Mais enfin, on idéalise le temps. On idéalise le temps. Que les vieux restaient au sein de la famille. Mais vous croyez qu'ils étaient toujours heureux? Moi, je crois pas. Hein. Moi, je crois pas qu'ils étaient toujours heureux, parce que c'était une bouche puis des mains qui fichaient plus rien. Hein. Puis qui rapportaient plus rien. Moi, je crois pas qu'ils étaient plus heureux finalement. Hein. Bon, parce que c'était pas toujours dans les familles que ça allait si bien que ça. Hein, faut pas croire. Hein. On idéalise toujours, mais. Enfin, les couples ne peuvent plus garder leurs parents. C'est sûr, ça. Les maisons seraient plus grandes. Est-ce qu'ils les garderaient? Je crois pas. Je crois que c'est... Enfin, il me semble que c'est plus guère possible.
Je pense qu'il y a aussi des personnes âgées qui sont très, très contentes d'être seules, à condition qu'on ne les abandonne pas. Je pense que les personnes âgées ne peuvent plus vivre à la vitesse d'aujourd'hui non plus. Nous, ma grand-mère est venue vivre avec nous. Il n'était pas question qu'on mette la grand-mère dans une maison de retraite. Non, la grand-mère, c'était le chef de la famille. À table, elle était toujours servie la première. Tout le monde la respectait. C'est sûr que nous, les enfants, il n'aurait pas fallu lui manquer de respect, parce qu'alors, on n'était pas corrigés souvent, mais on l'aurait été. Oh non, la grand-mère, c'était quelqu'un, quoi. Et ma préférée, c'était ma grand-mère paternelle. D'ailleurs, lorsque je me regarde devant une glace, je m'imagine revoir ma grand-mère. Je lui ressemble énormément. Et j'ai exactement, je crois, me souvenir, le même caractère qu'elle avait. Et c'est un souvenir que je garde de ma grand-mère, oui. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Mais pour moi, c'est un souvenir inoubliable. L'autre grand-mère, c'était bien aussi. Mais d'abord, je la voyais moins souvent, parce que nous habitions à côté de ma grand-mère paternelle. Alors, automatiquement, les gamins, vous savez, chez les grands-parents, et je revois leur appartement, je revois tout comme c'était quand j'étais toute gamine. C'est des beaux souvenirs, ça. Petit oiseau qui me chante, l'amour du pays natal. Je te porterai à manger les graines que je choisirai et qu'il te plaira de croquer. Petit oiseau qui me chante, l'amour du pays natal. Petit oiseau qui m'amuse, et je t'enseignerai la musique. Et toute phrase que tu dirais, tu les auras apprises de moi. Souvent on s'évade, souvent parce que je le dis, un jour, quand je serai quelqu'un de bien, c'est-à-dire qu'il y aurait une situation, je l'amènerai au bout du monde pour pouvoir le faire connaître autre endroit qu'ici, en fait. Et moi, c'est mon rêve qu'un jour que je puisse l'amener. Je pensais vraiment pas qu'il pense tout ça. C'est vrai, je me rendais pas compte. Quand j'aurai 80 ans, moi, mon modèle, c'est suivre son chemin, sur son parcours. Moi, je trouve que c'est 10 fois mieux. C'est quelque chose de fort. Si tout le monde le faisait, je crois qu'il y aurait moins de soucis. Enfin, les enfants auront moins de soucis, un petit peu. Auront moins de problèmes. Parce qu'on saura à quelle porte on peut frapper pour vraiment s'accrocher. Ouais. Parce que ces portes-là ne sont pas beaucoup. Moi, je suis quand même un tout petit bout. Je suis quand même qu'un tout petit bout. Moi, j'ai pas fait grand-chose de... Mais ce que j'aimerais transmettre, c'est la combativité, moi. Alors ça, parce qu'au milieu hospitalier, on accepte tout le monde. Tout le monde, on ne regarde pas si c'est un ennemi, on ne regarde pas. C'est une personne qui est en souffrance, elle a besoin de toi, tu la soignes. Bon, je pense, puis d'abord, moi je pense que tous ceux qui sont nés sur le sol français, moi j'avais toujours cru que d'être sur le sol français, que c'était le droit du sol, pas le droit du sang. Parce que alors, si c'est le droit du sang, il y en a beaucoup qui doivent s'en aller. Hein, moi je crois. Il y en a beaucoup. Alors là, il ne reste plus pas grand-chose comme français. Parce que français, qu'est-ce que ça veut dire français? Elle n'était pas grosse, la France, à l'origine. Hein. Déjà, toute la Bourgogne était allemande. Hein. Hein, ça allait jusque dans les Flandres et tout. Hein. Puisque le duc de Bourgogne, puisque moi je suis bourguignon, était plus riche que le roi de France. Alors ça veut dire quoi être français? Bon, je suis française, hein, je suis fière d'être, je suis chauvine, hein, je reconnais. Mon petit coin de Bourgogne, si on me le prenait, je crois que je t'en paierais. Je suis chauvine. Hein. Mais enfin, il y a de la place pour tout le monde, moi je dis. Il y a de la place. Il y a de la place. Au lieu de déménager nos usines, ils ont qu'à... Il y aurait pour employer les gens, hein, au lieu de déménager. Ça a été la gloire de l'argent et la gloire du corps. Il faut être beau, il faut être mince, il faut avoir de beaux cheveux, il faut être bien habillé, il faut avoir de l'argent, il faut sortir, il faut aller faire du ski, il faut voyager. C'est ça l'idéal maintenant. L'idéal du devoir, de l'honneur, on n'en parle plus, l'honneur. Le devoir.
Nous, vous savez, dans notre... enfin, je suis plus toute jeune, vous savez bien, hein, nous avons vécu la guerre, on s'est beaucoup entraidés. Et maintenant, comme les gens, matériellement, ont tout ce qu'il leur faut, ils savent peut-être moins bien ce que c'est que de manquer. Et ils ont peut-être moins tendance à penser que des gens peuvent être malheureux parce qu'ils n'ont pas telle chose. Et moi, je pense que c'est plutôt peut-être sur le plan moral que les gens manquent, pas sur le plan matériel. On a peut-être beaucoup de choses sur le plan matériel, mais moralement, les gens aussi ont besoin d'un soutien. Et ça, c'est une chose qu'on a oubliée. On est très matérialiste. C'est une époque matérialiste. Je trouve que c'est dommage de tout le temps se combattre pour être le meilleur, le plus fort, gagner plus d'argent que le voisin, ou tout ça. Moi, ça, je trouve que c'est vrai que c'est un non-sens, finalement. Ouais. Je pense que tout le monde réfléchit bien que si jamais on avait un Le Pen, la France est foutue. Parce que on est obligé d'être dans l'Europe. Et c'est à nous, la France, l'Allemagne, l'Angleterre qui ne veut pas se mettre avec nous, mais enfin, qui viendrait certainement quand même. C'est à nous à faire l'Europe, à être les bases de l'Europe. Et avec une France complètement à droite, on aura du mal à le faire. Plus tard. Oui. Je te dis l'exemple. Bah, si tu veux, oui. En semaine, il se lève plutôt que... Oui. Non, en fait, j'ai pas d'exercice à faire, c'est une Ah. Le conditionnel. Je mets oui. un terminaison. Bah, ça dépend des verbes, parce que là, regarde, avoir, c'est pas ça. On est engagé sans être engagé, mais c'est notre vie, c'est comme ça. C'est en nous, c'est dans notre corps. On a envie d'aider les autres, mais ça vient tout seul. Et c'est pas parce que vous avez 90 ans ou même 100 ans que vous vous occupez pas de ce qui se passe autour de vous. Les premières fois, les gens m'ont regardé avec des yeux tout ronds, ils m'ont dit que c'est que cette vieille bonne femme. Puis après, ils ont commencé à me dire bonjour, puis après à s'arrêter, puis maintenant, ben, tout le monde s'arrête pour dire bonjour. Enfin, tous ceux qui me connaissent s'arrêtent pour me dire bonjour. Tout le quartier s'arrête. Quand on leur dit, oh, où est-ce que vous avez connu Marie-Louise? Alors Ginette, elle dit, moi, j'ai connu Marie-Louise sur le trottoir. Alors ça leur fait tout drôle. Je peux dire qu'ici, ça s'arrête pour me dire bonjour. Presque tout le monde. Vous savez, du sans domicile fixe à l'ingénieur, à n'importe qui. Vous côtoyez toutes les banques. Le sans domicile fixe, c'est son chien qui vient me dire bonjour. Alors il s'arrête, puis il me dit bonjour. Puis je lui demande si la manche marche bien, et ainsi de suite. C'est ma compagnie. C'est ce qui me donne de la vitalité. C'est rien, c'est un sourire, c'est une parole, c'est dire à un enfant qui court trop vite, attention, descends pas trop vite, il y a les voitures qui passent, c'est la vie de tous les jours. Comment dire? Je trouve qu'il y a quelque chose... Les enfants ont cette spontanéité, hein? On retrouve cette spontanéité-là, mais avec quelque chose en plus. Je ne saurais pas dire quoi. Il y a en même temps peut-être plus de gravité et
peut-être plus de sincérité, je sais pas. Mais il y a quelque chose de très authentique et qui part vraiment du profond. Êtes-vous prête? Quoi? Pour la petite réparation. Ah, vous venez pour une réparation? N'est-ce pas pour cette couronne de lilas blanc qu'on a envoyée hier soir? Mais pas du tout, je ne porte pas de couronne, je travaille nu-tête dans mon atelier. Oh d'ailleurs, si vous avez quelqu'un dans vos connaissances qui désire se faire... qu'est-ce que vous demandez? Mais comment? Monsieur Le Grenard ne vous a pas dit? Mon père? Non, monsieur. Votre père? Oh, mais alors vous êtes sa fille? Sans doute. L'animation est importante dans le sens de rejoindre l'individu au-delà de la maladie, au-delà de la vieillesse, au-delà de la fin de vie. C'est pas des choses extraordinaires, et ça se veut pas des choses extraordinaires ou du faire valoir. Nous essayons d'être vrais avec eux et de les aider à être et à réagir maintenant, aujourd'hui. Ce que je crains, c'est que l'individu disparaît derrière la maladie. Parce que je ne comprends pas pourquoi on maîtriserait bien le soin biomédical, c'est-à-dire que par définition, on prolongerait la vie, si on ne donne pas parallèlement un sens à cette vie. À quoi servirait, suivant l'adage bien connu, d'ajouter des années à la vie si on ne donne pas de vie à ces années? Vous voyez, c'est au-delà, si vous voulez, de la fonction. C'est aussi ouvrir et collaborer avec les familles. C'est favoriser l'ouverture sur l'extérieur, favoriser le plus possible de sorties à l'extérieur, mais aussi que l'extérieur rentre, décloisonner l'hôpital. Hein. C'est essayer au maximum de faire que la personne âgée ait un rôle à jouer dans la société, même si elle a atteint un grand âge, même si elle a atteint cette accumulation d'handicap et de pathologies. Elle reste une personne en soi. Notre société est arrivée à ce stade-là avec ces grands vieillards. Eh bien, c'est pas gratuit. Ça a un sens. Il faut que notre société le vive avec noblesse, ça. Et pas en faisant marche arrière, en disant ça coûte trop cher. Et il faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Les piquer collectivement? Nous sommes en pleine utopie. La science a maîtrisé ce grand vieillissement. Ailleurs, on occulte la vieillesse parce qu'on nous présente le vieux jouant au tennis. Et moi, je crois que notre société, si elle ne respecte pas sa vieillesse, c'est une société en perte de notion de valeur. Et c'est grave, à mon avis. C'est très grave. Moi, je sais pas comment il faut mettre comme ça. Si c'est pas clair. Ah oui, j'allais dire. Pour la ligne? Oui. Enfants, petits enfants. Ben oui, voilà. C'est bon pour tout le monde? C'est bon, voilà. Est-ce que vous avez trop de temps à partir de salle? Alors, salade, saladier, salade, salami, salaison, salopette, sapristi, un saloir, salsifis, la saveur. Ah non, Et Sarel. Ça fait 3 ans en fait que j'ai monté cet atelier. Après une formation pendant mes études où je m'étais spécialisée dans la stimulation de la mémoire, sans penser que finalement ça m'amènerait à découvrir bien d'autres choses. C'est-à-dire que dans un atelier mémoire, on fait bien plus que stimuler simplement la mémoire. Bon, on a pu le voir là, il y a tout cet espace de convivialité, de rencontres, d'échanges. Et puis bon, toute cette mémoire finalement, cette mémoire vivante qui est aussi véhiculée dans l'atelier mémoire, qui est importante. Les personnes âgées, c'est quand même une mémoire. Dans le temps, elles se transmettaient par de bouche à oreille. Maintenant, je pense que ça ne se transmet plus par les livres, plus par les livres. Quoique encore, je pense que le bouche à oreille est peut-être encore mieux. Parce qu'on voit bien là les lycéens qui sont allés visiter les camps en Allemagne. Ils y ont appris à l'école tout ça. Mais ils ont eu quelque chose d'expliqué par des anciens qui avaient vécu dans ces camps. Ils ont tout de suite
je sais pas si c'est mieux compris ou je sais pas comment faut dire, ils ont plus ressenti la tragédie de tous ces gens que dans les livres. J'aime revoir comment mes contemporains ont jugé la période que j'ai vécue. Et j'apprends beaucoup de choses que j'ignorais tout en les ayant vues passer. Et je pense à tout ce qui s'est déroulé depuis la Deuxième Guerre, à laquelle j'ai participé bien sûr. Et puis il y a des choses que j'ignorais complètement. Alors j'aime me replonger dans cette époque, dans les époques, et aussi dans les époques historiques antérieures. Parce que nous en avons aujourd'hui encore des suites. Je pense aux événements nationaux surtout. On a envie de dire déjà de pas constamment regarder ce qu'on a aimé autrefois. Ça sert à rien. Et ce qu'il faut, c'est regarder ce qu'on va faire. Bien sûr qu'il faut. On parle beaucoup du devoir de mémoire, mais je crois qu'il y a des tas de slogans comme ça. On en parle, mais on s'en fout. Je m'interroge sur qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ce rappel de la mémoire tout le temps. Nous, c'est quelque chose qu'on a fait souvent ici. Ça fait partie des actions qu'on fait parce que, effectivement, les gens ont à témoigner de leur vie, on a beaucoup travaillé, par exemple, sur la mémoire de la ville. C'est important de raconter la ville comme elle était autrefois, etc. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on s'enferme dans la mémoire pour être dans le passé pour le passé. Hein, et qu'il faut toujours être sur des passerelles. Non, ça va. À part mon main, je vois un peu mieux. Je pense qu'aujourd'hui, on est un peu fasciné par le gommage du temps. Hein. On voudrait que toutes les générations se ressemblent, qu'à 20 ans, 50 et 70 ans, on ait les mêmes visages. Et je trouve que c'est pas souhaitable. Je pense que les vieux nous rappellent qu'il y a une temporalité et qu'on doit la respecter. Un corps vieillissant est pour vilain. Hein. Et ça, c'est des naturistes qui me l'ont fait comprendre il y a quelques années. Je comprenais pas les codes de naturisme. C'était le mari d'une amie, je disais, oh là, qu'est-ce qu'il l'a changé, il ne veut plus aller chez eux. Et puis il nous a montré des photos, il nous a montré les photos qu'il avait prises dans les camps. J'ai dit, mais finalement, c'est le regard des gens. C'est celui qui voit mal qui est mal, c'est pas celui qui... Jusqu'au vent où je t'attendais. Revenu, planer le long du quai. Je l'ai connu à un moment de ma vie où il fallait que je recommence tout. C'est vrai, j'avais quitté l'armée, j'avais donné ma démission, la guerre était finie. J'ai fait sa connaissance d'une façon tout à fait fortuite. Et comme elle était du même pays que moi, les Vosges, j'ai aimé son accent, sa gentillesse, disons qu'elle m'a plu, c'est un peu normal. Alors, ça fait maintenant 40, combien ? Oui, on a fêté nos noces d'or il y a déjà 4 ans. Donc ça fait 54 ans que nous sommes mariés. Alors maintenant, les jeunes se demandent comment on peut être fidèle à une femme pendant 54 ans.
Mais les jeunes, ils verront bien que de changer de bonne femme toutes les 10 minutes, ça ne va pas non plus. Et moi, je ne suis pas une parleuse, mais il parle pour nous. Toute la famille. Bon, ben ça y est, il ne faut pas que je parle trop parce que je sens qu'il va pleurer. C'est-à-dire, nous sommes souvent ensemble, mais nous sommes souvent séparés. Chacun dans notre domaine. Et ça nous rend très heureux. On échange pas mal, finalement. On échange pas mal nos impressions. Voilà. Hein? J'ai perdu ma compagne il y a 30 ans. Je pense toujours à elle. Je mets pas sa photo, ben ça m'arrache le cœur. J'ai sa photo en blanc. Elle est vivante sur sa photo. Hein. Alors, je ne veux pas la mettre, ça me fait mal. Parce que j'ai eu 43 ans de mariage. Et vous savez, heureux. Une femme adorable, gentille, toujours de bonne. Moi, j'étais pas complètement gentil. Hein? Je le regrette. Mais elle, gentille. Quand je rentrais un peu tard, elle me disait où t'es planté tes choux. Je dis ben non, t'en fais pas, je t'aime, et c'est tout. Ça s'arrangeait toujours. Voilà. C'est ça ma vie. Vous savez, nous, on avait vécu 45 ans ensemble. Hein. On s'entendait très très bien. Ça a été l'effondrement. Pendant 15 jours, je ne suis pas sortie. Puis au bout de 15 jours, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Tu te suicides ou tu vis? J'avais ma fille et mon petit-fils. J'ai dit, il faut vivre. Un jour, un merle se percha sur un églantier. Et il s'enfonçait une épine dans la patte. Il avait mal, le pauvre merle. Et puis il a trouvé cette épine si jolie qu'il a décidé de la garder. Seulement, voilà, l'épine, elle l'embarrassait un petit peu, il ne savait pas bien qu'en faire. Alors il a frappé à la porte de la première maison qu'il a rencontrée. Et c'est une vieille femme qui est venue l'ouvrir. J'aimerais bien être conteuse comme eux, parce que être conteuse, c'est bien. Parce que des fois, quand t'es petit, ben, t'as plein d'imagination dans ta tête et des fois, tu peux les retenir. Et après, ben, tu peux les raconter quand tu deviens conteuse. Voilà, quoi. J'ai envie de lui montrer un petit peu le chemin qu'elle m'a montré d'abord, jusqu'à maintenant. Parce qu'elle m'a toujours bichonné un petit peu, poussé des fois, un petit peu énervé pour que je puisse bouger. Parce que moi, au départ, j'avais peur ou des fois j'avais un petit peu la flemme de faire les choses. Mais c'est pas un petit peu la flemme de les faire, c'est question de confiance aussi au départ. Souvent en fin d'année, je vais voir mes enfants, je vais voir ma fille qui habite en Hollande. Et les gens me disent, ah, votre valise, me disent comment vous faites. Mais je lui dis, moi je porte jamais ma valise. Il y a toujours quelqu'un qui me la prend. Et c'est souvent ou un jeune ou un étranger. Moi je dis toujours, la vie reprend toujours ses droits. Et la jeunesse, elle trouve toujours la chose qui la fera vivre, qui la fera vibrer. Ça, moi, chaque génération trouve son... je sais pas, son équilibre. Je sais pas, c'est pas de l'équilibre, c'est sa façon de vivre, sa façon d'être. Je sais pas bien comment exprimer ça, moi. Parce que ce qui nous a convenu à nous n'est pas sûr de convenir à eux. Hein. Je crois qu'il faut les laisser parler et puis surtout leur faire confiance. Nous, qu'est-ce qu'on a demandé quand on était jeunes? Moi, mes parents n'aimaient pas Charles Trenet, c'est un comble quand même. Et pourtant, Charles Trenet, maintenant, tout le monde reconnaît que c'est un type, c'est un génie, ce type. Moi, j'adorais Charles Trenet, je crois que je connaissais par cœur toutes ses chansons. Eh bien, mes parents, ils trouvaient que Charles Trenet était un espèce de fou, même pas chantant. Et c'est dommage. Ça prouve bien qu'il faut évoluer avec son temps et faire confiance aux jeunes.